Décryptage des dettes des pays africains par l'Agence française de développement. De 2000 à 2019, le continent africain a emprunté 1400 milliards de dollars. L'Institut mondial pour la croissance verte accompagne le gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre de ce programme de développement. Nous en parlons dans cette édition à travers le lancement d'un projet d'assistance technique. Et puis le ministre Amadou Koné se prononce sur les défis à relever en matière de sécurité routière en Côte d'Ivoire à l'occasion d'une tribune organisée par le quotidien Le Patriote. Bienvenue, mesdames et messieurs. Soutenabilité de la dette en Afrique, où en est-on? La question était au centre d'un décryptage effectué par les responsables de l'Agence française de développement ce jeudi. C'était à l'occasion d'un webinaire auquel a pris part notre reporter Marius Seri. Pierre Tebeu nous en fait le commentaire. La dette publique cumulée du continent africain est passée de 400 milliards de dollars en 2000 à 1400 milliards de dollars en 2019. C'est l'annonce faite par les responsables de l'Agence française de développement à l'occasion d'une visioconférence. Des endettements qui voient leur accélération dans un contexte marqué par la Covid-19. Selon le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, 21 des 38 pays à faible revenu d'Afrique subsaharienne sont en risque élevé de surendettement ou en situation de détresse de dette. La Chine, l'un des premiers créanciers externes en Afrique, depuis plusieurs années était également au centre des échanges de ce webinaire. Le pays détient plus du tiers du stock de dette publique externe dans 7 pays d'Afrique, dont l'Angola, le Cameroun, le Congo, le Djibouti, la Guinée, le Togo et le Zimbabwe, mais moins de 5% dans une quinzaine d'autres pays d'Afrique. L'Afrique tarde à rebondir avec ses dettes, selon l'AFD, à cause de ses inégalités budgétaires et une crise sanitaire qui vient entraîner une hausse de l'endettement public. Le gouvernement ivoirien, au travers de son ministère en charge de l'environnement et du développement durable, en collaboration avec l'Institut mondial pour la croissance verte, a procédé ce jeudi au lancement du projet d'assistance technique du GGI pour la croissance verte en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour l'Institut mondial pour la croissance verte d'accompagner le gouvernement ivoirien dans la formulation et la mise en œuvre de programmes et politiques de développement. Le compte-rendu de Betty Kwaku et Richard Akeke. La transition vers une croissance verte est en marche en Côte d'Ivoire. Pour sa mise en œuvre, le pays, à travers son ministère de l'économie et des finances, bénéficie d'un atelier de lancement de l'assistance technique de l'Institut mondial pour la croissance verte, au GGI. Cet appui technique de 12 mois, avec mise à disposition de 2 experts, permettra de veiller à l'intégration de l'ambition nationale en matière de climat et de disposer des outils nécessaires de suivi et de mesurage. Donc l'accompagnement ou l'assistance technique va permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir bien intégrer ces questions-là dans les politiques et programmes. Mais au-delà de ça aussi, dans la mobilisation des financements qui sont nécessaires. Comme vous le savez, le financement classique perd du terrain et donne la place à la finance verte. Et la finance verte a des exigences qui sont liées aux questions de changement climatique, raison pour laquelle cette assistance technique elle est importante et elle est d'actualité. Le résultat, c'est un peu aider le gouvernement à d'abord intégrer ces éléments dans les politiques et projets et programmes, et aussi d'avoir les outils nécessaires pour faire le suivi même de ces éléments-là par rapport à l'aspect rapportage, par rapport à ces engagements, et de pouvoir aussi mobiliser plus de financement dans le cadre de la mise en œuvre de leur programme. Les experts travailleront en étroite collaboration avec les services concernés du ministère du Plan et du Développement durable ainsi que ceux du ministère de l'Économie et des Finances qui attend beaucoup des participants de cet atelier. Je me réjouis donc de la tenue de cet atelier et je reste convaincu que cette assistance nous permettra d'avancer dans la réalisation des ambitions climatiques de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre des contributions déterminées au niveau national CDN, la Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire de 28% ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 et à accroître la résilience de sa population dans les différents secteurs vulnérables au changement climatique.
Le ministre ivoirien Amadou Koné, en charge du transport, était l'invité de la tribune organisée par le quotidien Le Patriote. Les accidents de la route, les réformes du permis de conduire ainsi que la vidéo-verbalisation étaient les sujets au centre de cette rencontre. Le défi à relever pour le ministre des Transports est de favoriser la sécurité routière en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Zeynab Dosso. Trop d'accidents de circulation, trop de faux permis de conduire en Côte d'Ivoire. Ce sont entre autres les problèmes qui sont au cœur du combat que mène le ministre des Transports, Adama Koné. Ce jeudi, il était l'invité de la tribune du Patriote, un espace de libre-échange pour parler du secteur du transport. Malgré les dysfonctionnements liés à la sécurité et la sûreté routière, le ministre affirme que le secteur va mieux, même si des efforts restent à faire. Que ce soit le transport routier, interurbain ou dans les villes, vous avez aujourd'hui plus d'une centaine de villes, quasiment la totalité des grandes villes qui ont vu leur réseau routier s'améliorer. L'aéroport d'Abidjan est passé de 600 000 à plus de 2 millions de passagers. Donc je pense que c'est un secteur qui globalement se porte bien. Évidemment, il y a des défis. Les défis sont la mobilité. Et les dysfonctionnements, nous devons les corriger par des réformes. Et nous devons les corriger par des accompagnements. Et nous devons les corriger par des sanctions, lutte contre l'incivisme. Et ce sont des luttes que nous avons engagées. En termes de perspective, le ministre a rappelé la réalisation d'ici 4 ans de la première ligne de métro. Un investissement sur un projet global de 300 milliards de francs CFA avec la Banque mondiale de Yopougon à Bangerville, ainsi que la libéralisation du transport sur la lagune. Si l'information est un acte de transparence, le directeur de publication du quotidien Le Patriote se félicite de cet entretien avec le ministre sur le transport, un sujet au cœur de l'actualité ivoirienne. Je pense que le propre d'un journal, c'est d'informer. Et ceux qui font l'information, ce n'est pas les journalistes, ce sont les acteurs publics, ce sont les décideurs. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir eu un acteur principal qui est un acteur politique, mais un acteur social, que le ministre des Transports. Et nous pouvons être contents d'avoir retiré de lui des informations, des faits assez précis qui permettent d'expliquer et de comprendre la politique qu'il met en place. Notons que la tribune du Patriote est un espace d'expression libre, périodique que le quotidien Patriote accorde aux décideurs ivoiriens d'informer les populations sur diverses problématiques en Côte d'Ivoire. Les responsables des auto-écoles rassemblés au sein de l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire étaient en assemblée générale extraordinaire ce jeudi à Abidjan. Au cœur de cette rencontre, l'opérationnalisation des réformes du secteur de permis de conduire dans un contexte marqué par la recrudescence des accidents de la route. Le compte-rendu de Mon Désir Nascimento et Tima Traoré. C'est une AGO, Assemblée Générale Ordinaire, tenue ce jeudi 6 mai 2021. Elle a rassemblé tous les acteurs de la fêtière des auto-écoles venus des 4 coins du pays. Compte tenu de l'urgence et de l'actualité, le thème de cette rencontre a été l'opérationnalisation de la réforme du permis de conduire. Cette opérationnalisation arrive dans un contexte de recrudescence des accidents de circulation avec comme principal accusé les formateurs que sont les auto-écoles. Ainsi donc, par la voix de leur président Guillaume Coco, les acteurs de l'auto-école rejettent toute accusation aux responsabilités dans les accidents de circulation. Mais attendez, moi si on parle de recrudescence des accidents, je dis non. Je dis qu'il ne faudrait pas qu'on mette la charrue avant les bœufs. Ça veut dire que l'auto-école forme. Ensuite, après, il y a un employé de l'État qu'on appelle un inspecteur qui évalue. Ensuite, une fois que le monsieur a obtenu son permis, il va se trouver un emploi. Monsieur, vous êtes journaliste, vous avez des ateliers de formation, vous avez des ateliers de renforcement de capacités. Le monsieur, il travaille dans une entreprise Y. Si on n'a jamais remis en cause sa formation pour qu'on puisse renforcer ses capacités, mais il va avoir problème. Vous avez dans la sécurité routière, on a eu l'avènement des ronds-points. Entre le rond-point et le sens giratoire, vous voyez la différence. Dans les nouveaux sens giratoires, la priorité est à gauche. Dans les ronds-points anciennement appelés ronds-points, la priorité est à droite. Donc, vous voyez, si l'employé
à son employeur qui ne remet pas en cause sa formation, qui ne l'envoie pas dans un renforcement de capacité, mais il sera toujours en retard sur tout ce qui se passe. L'automobile, mais il évolue. Aujourd'hui, on a des ralentisseurs sur l'échappement, des ralentisseurs électriques, pas mal de choses. Ce n'est pas du fait de l'auto-école. L'auto-école donne les bases. L'UNAESI, qui est l'Union nationale des auto-écoles, s'est également indignée pour n'avoir pas été associée à la décision de suspension des examens du permis de conduire avec la nouvelle réforme, celle qui propose des agents de gendarmerie comme examinateurs avec une épreuve de 30 questions restées méconnues de l'ensemble des formateurs. Avec cette AG, l'UNAESI, qui se réclame plus grande et forte fêtière des auto-écoles de Côte d'Ivoire, adhère néanmoins à la réforme du permis de conduire et a fait des propositions pour sa parfaite opérationnalisation. On est là, c'est par les médias, nous apprenons qu'on suspend les inspecteurs et les examens sont suspendus jusqu'à on perd de nouvelles ordres jusqu'à présent. Que après, c'est des gendarmes qui vont examiner nos candidats. On ne sait pas sur quelle base. La sagesse aurait voulu que le ministre nous appelle en tant que fêtière à voir les décisions. Nous, on ne va pas décider à la place du ministre. Mais on doit quand même nous consulter pour que nous on remonte à la base. Et les points en vue dans cette résolution, c'est déjà au plus pressé là, parce qu'on met en place des inspecteurs gendarmes pour examiner. Il y a un problème de déplacement. Il va falloir qu'on nous écoute pour savoir, c'est nous qui sommes des acteurs du secteur. C'est vachement important. De deux, nous allons réfléchir sur la formation post-permis, qui n'a rien à voir avec le permis. Ça, il faudrait que la population le sache. L'UNAESI, Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire, est membre de la FIPME, Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Toute chose qui justifie la présence des responsables de la FIPME venus leur apporter leur soutien. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Aka Awele, a récemment rencontré le président du Sénat, Aoussou Jano. En dépit de la séparation des pouvoirs, les deux institutions entendent travailler en étroite collaboration. La rencontre s'est tenue face à la presse au siège du Sénat dans la commune de Cocody. Reportage. Tisser des relations de collaboration dans l'intérêt des populations ivoiriennes. C'est dans un élan de solidarité que le Sénat et le Conseil économique, social, environnemental et culturel veulent atteindre cet objectif. Les présidents des deux institutions accordent une importance à cette collaboration en raison de leur pouvoir. Le Sénat, en tant que creuset de compétences et d'expertise, et le Conseil économique, social, environnemental et culturel, qui est une chambre consultative, une chambre d'information. Nous sommes ici au Sénat, d'abord pour saluer et remercier, c'est le président du Sénat, qui a favorablement accueilli notre demande d'audience à venir le visiter. Nous entendons tisser des relations de collaboration. On dit souvent qu'il faut des institutions fortes dans un pays pour rendre le pays stable. Mais je voudrais ajouter que des institutions fortes, animées par des gens forts et intelligents, permettent de stabiliser un pays. Le Sénat est tout heureux de collaborer avec le CESEC, qui est, je dirais, le bureau d'études des institutions de la République de Côte d'Ivoire. La rencontre avec le Sénat est également le lieu pour Eugène Aka Awele de féliciter le président du Sénat pour tout le travail abattu. Notons que ces discussions interviennent après plusieurs visites dans les autres institutions ivoiriennes, initiées par le président Eugène Aka Awele, nommé depuis le 6 avril 2021. Elles s'inscrivent dans le cadre d'une mutualisation des efforts des institutions ivoiriennes pour le développement et la stabilité de la Côte d'Ivoire. En vue d'améliorer la gestion du parc national de Taï, l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire et ses partenaires se sont donné rendez-vous à l'occasion d'un atelier à San Pedro. Cet atelier de suivi visait la mise en œuvre du plan d'opération 2021 de la direction de zone sud-ouest pour le premier trimestre de l'année. Le reportage est de Abel Kouao, il est commenté par Walter Kofi. L'Office ivoirien des parcs et réserves et ses partenaires était en atelier de suivi de la mise en œuvre du plan d'opération 2021 des activités du parc national de Taï.
L'objectif de cet atelier était de connaître le niveau d'exécution technique du plan d'opération à l'issue du premier trimestre 2021, d'identifier les causes des écarts constatés par rapport aux prévisions du plan d'opération et de proposer des mesures correctives afin d'améliorer le niveau d'exécution pour le prochain trimestre. Cet atelier a été l'occasion pour nous de passer en revue les activités planifiées depuis le début de l'année pour la gestion du parc national de Taï. Concernant l'activité que nous venons de mener, il faut dire que c'est une activité importante qui consiste non seulement à planifier ces activités au cours de l'année, mais aussi à faire ce qu'on appelle le bilan. Cet atelier a réuni toutes les parties prenantes impliquées dans la gestion et la conservation du parc national de Taï. Il s'agit entre autres des autorités administratives et politiques, des représentants de l'OIPR, des partenaires techniques et financiers, des structures de recherche et organisations locales de la périphérie du parc national de Taï. Le colonel-major Tondosama Adama, directeur général de l'OIPR, s'est dit satisfait du taux de performance du premier trimestre qui est de 65%. C'est un pourcentage qui est satisfaisant. Tout le monde sait que le démarrage des activités en début d'année n'est pas facile parce que le temps de mettre en place les plans de passation des marchés, faire passer les marchés, c'est sûr qu'on connaît quelques retards. Mais pour ce qui concerne les activités techniques liées directement au parc, on a pu voir qu'il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées. Au terme de cet atelier de suivi, des recommandations ont été faites aux gestionnaires du parc pour l'amélioration de leur performance. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa, la télé utile.